À mon tour, je dois remercier et féliciter la Chambre syndicale des biologistes pour cette organisation magnifique et pour cet élan, ce dynamisme qui est vraiment très prometteur. Félicitations pour tout ce que vous faites au profit des biologistes. Je tiens aussi à remercier ma bibliothèque qui a voulu m'impliquer dans ce symposium. Et avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite déclaration. Lorsque ma bibliothèque m'a approché pour faire cette communication, je lui ai dit que je le ferais volontiers avec une approche purement académique. Donc, à vrai dire, il n'y a pas de réel conflit d'intérêts. Et même si dans ma présentation, il y aurait des noms de marques, etc., c'est tout simplement pour, soi-disant, relater l'expérience de notre laboratoire utilisant une plateforme. D'autant plus que ce n'est pas ma bibliothèque du tout qui a installé cette plateforme que j'ai utilisée et que je voudrais partager un petit peu avec vous ce qu'on avait fait jusqu'à présent là-dessus. Je suis bien évidemment prêt à faire pareil. C'est notre mission un petit peu en tant qu'enseignant, etc., d'essayer d'un petit peu d'évaluer notre façon de faire. La technologie qu'on utilise, les résultats, on est dans l'obligation de partager et d'échanger autour de la qualité, etc., des critères qu'on adopte pour le choix d'une ou des plateformes utilisées dans nos laboratoires, chacun de nous. Voilà, c'est un devoir de partager avec vous autour de tout ça. Et on m'a chargé de parler de la chimiluminescence et sa place en auto-immunité. Et pour commencer, je vais devoir voyager avec vous un petit peu dans l'histoire de l'auto-immunité et la biotechnologie associée. Vous savez que l'auto-immunité et son développement doit beaucoup à une maladie qui est très connue, qui est le lupus. Vous le connaissez tous. Et déjà au niveau du XXe siècle, dans les années 50, on a commencé à s'intéresser aux anticorps anti-DNA natifs, aux anti-ISM, qui sont les premiers marqueurs qui ont, soi-disant, été très importants pour le diagnostic de cette maladie. Et donc, en parlant de ces biomarqueurs, bien évidemment, il y a nécessité de penser à des techniques de mise en évidence. On a commencé par utiliser des techniques type immunodiffusion, l'imagglutination, celle qui active le complément, et puis on a évolué vers les immunoélectrophorèses, le western blot, et puis les techniques qui sont apparues aux années 60. Après, vers les années 70, on a commencé à voir un peu les IF, bien évidemment, qui est le chef de file pour l'identification des anticorps antinucléaires, qui va ensuite déclencher la procédure d'identification des spécificités anticorps associées à ces anticorps antinucléaires. Et après, aux années 2000, voilà, on a assisté, soi-disant, à une saga de biotechnologie, notamment l'ELISA, bien sûr, elle est toujours là, et il s'impose parce qu'il a beaucoup de qualités, etc., en termes de performance et par rapport à ce qu'il peut identifier, etc., avec précision. Il y a aussi la fluorométrie, après la chimiluminescence, qui a un petit peu été développée depuis, on va dire, 2010 et après. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui est immunodote, immunoblot. Bref, vous avez pratiquement un certain nombre de techniques, de biotechnologies qui se sont un petit peu développées au fur et à mesure. On est en 2022, certainement, il y a la tendance à la miniaturisation, on va dire, de la biotechnologie. Et l'avenir ne cache certainement beaucoup de mystères encore avec la venue de l'intelligence artificielle. Bref, voilà un petit peu un bref historique autour de l'auto-immunité et comment la technologie a évolué aussi pour accompagner la connaissance de ces différentes maladies et les biomarqueurs qui sont utiles pour la prise en charge, qu'elle soit diagnostique ou thérapeutique et pronostique. Alors, chacun de nous, en tant que biologiste, lorsqu'on est face à une demande d'identification de temps anticorps, on se pose la question quelles sont les technologies ou les méthodes à utiliser et sur quels critères on doit, soi-disant, baser notre choix. C'est une question, là, deux questions qui sont, je pense, à mon sens, difficiles, auxquelles il est difficile à répondre facilement. On va essayer de répondre ensemble. Est-ce qu'il est facile ou pas? Alors, en tout cas, face à ce embarras de choix, on a au moins deux critères essentiels sur lesquels on peut se baser pour décider. Il y a ce qu'on appelle la validité analytique, il y a aussi la validité clinique.
Alors, la validité analytique, je ne vous apprends rien, parce que c'est des choses que vous connaissez très bien. Il y a bien sûr l'aptitude de la technique à mesurer avec exactitude et fiabilité le marqueur qu'on cherche. Et avec ça, donc la sensibilité spécifique analytique, la reproductibilité, la robustesse, les limites de détection et la linéarité. Tout ça, ce sont des éléments en fait, dont on tient compte lorsqu'on évalue, ou bien on veut s'impliquer ou s'investir dans un appareillage. La validité clinique, bien évidemment, c'est tout ce qui est en rapport avec les performances, en termes de sensibilité, spécificité, c'est des choses que vous connaissez très bien. Et bien évidemment, l'aptitude de cette technologie à prédire avec précision et fiabilité le phénotype clinique même. Face à une maladie, il y a des phénotypes cliniques qui nous imposent un petit peu d'accompagner le clinicien pour l'aider dans soi-disant l'identification de biomarqueurs qui auraient un intérêt pour définir le phénotype clinique justement. Avec ça, le devenir clinique du patient et même pour raisonner sur l'approche thérapeutique adoptée par le clinicien. Voilà un petit peu notre rôle et notre positionnement en tant que biologiste vis-à-vis du clinicien et bien évidemment vis-à-vis du patient. Maintenant, pour résumer un peu, lorsqu'on pense auto-immunité, on a des défis en tant que biologiste. Alors, le choix d'un appareil ou d'une méthode, bien sûr, on a besoin d'un appareil qui soit rentable, qui soit facile d'utilisation, qui propose un menu robuste, de haute qualité pour éviter un petit peu tout ce qui est externalisation. Vous connaissez très bien l'impact négatif sur les délais, les résultats, etc. Et le coût aussi de ces externalisations du bilan. L'installation qui soit simplifiée avec moins de contraintes en termes d'espace, etc. Avec ça, il y a l'ergonomie, le côté confort, que ce soit des biologistes, bien évidemment des techniciens ou du manipulateur de façon générale, et en pensant même à l'interface logicielle qui accompagne l'utilisation de ces technologies. Tout ça, ce sont un petit peu, à mon sens, des critères qui nous, soi-disant, qui nous sont imposés pour choisir là où les techniques à utiliser. Alors, du coup, en parlant d'auto-immunité, c'est des choses certainement que vous connaissez et chacun de nous fait des choix par rapport à plusieurs critères. Vous savez un petit peu grosso modo les grandes plateformes, ils ne sont pas tous, la liste n'est pas exhaustive, mais on a choisi un petit peu quelques-unes. Vous avez ici donc la chimiluminescence, vous avez ce qui est fluorométrie, vous avez le multiplexing au Luminex, etc. Et puis donc de la même façon un autre exemple au modèle de chimiluminescence. Lorsqu'on regarde un petit peu soi-disant les caractéristiques de chacune ou de chacun de ces plateformes, on voit qu'il y a celles qui sont géantes, d'autres qui sont un petit peu qu'on peut utiliser, installer sur la paillasse, etc. Le principe, il varie entre la chimiluminescence et la fluorescence ou la fluorométrie ou bien l'ELISA. Et puis vous avez, par rapport au rendu de résultats qui nous importe aussi, vous avez celles qui sont capables de vous rendre un résultat dans les 30 minutes, d'autres un peu plus, 1 heure et quelques, 45 minutes. Bref, vous avez quand même des critères peut-être qui vont nous aider à faire des choix, mais pas tout seul bien évidemment, mais qui sont regroupés de façon générale. Et vous avez aussi, en termes de calibration, vous avez également les panels aussi, le panel que propose chacun ou chacune de ces méthodes. Certains proposent un panel assez large, d'autres assez limité. Donc, c'est des choix à faire en tenant en considération l'ensemble de ces paramètres en termes de panel, de robustesse, en termes de délai de rendu de résultats et en termes aussi d'espace et tout ça. Donc, voilà un petit peu de façon globale un overview sur ces technologies qui sont utilisées. Et je précise encore une fois que ce n'est pas exhaustif dans la mesure où il y a d'autres technologies qui ne sont pas incluses dans le tableau. Maintenant, que dit la littérature par rapport à la comparaison? En choisissant un paramètre qui est assez très demandé en pratique clinique, vous avez les anti-DNA natifs. Ils sont très demandés dans la pratique courante, notamment pour le diagnostic du lupus que vous connaissez. Donc, lorsqu'on a regardé, en comparant la chimiluminescence et son apport par rapport à d'autres méthodes, notamment, soi-disant, celles basées sur l'ELISA ou sur le multiplexing, etc., et d'autres qui utilisent la chimiluminescence, vous allez voir de façon simplifiée, en s'arrêtant que sur la sensibilité spécificité, il y a des choses un petit peu, on va dire, comparables et d'autres où il y a une sorte de distinction d'une par rapport à l'autre. Mais cette étude, en tout cas, a conclu à une chose, c'est qu'il est difficile de standardiser au moins la mise en évidence ou la détection et même la quantification des anticorps anti-DNA natifs. Plus encore,
avec ces apports qui sont un petit peu, on va dire, ces performances qui sont relativement diversifiées ou différentes, mais il y a quand même à signaler que la conclusion de cette étude penche vers le fait que la chimiluminescence offre, soi-disant, des résultats optimaux en combinant la sensibilité et spécificité. Donc, le meilleur, on va dire, il n'y a pas de, soi-disant, d'appareillage ou de méthode qui soit complète ou parfaite, mais celle qui combine la spécificité et la sensibilité serait celle qui serait mieux positionnée dans notre choix. Ça, c'est une première constatation qui est publiée dans un journal qui est assez, on va dire, de valeur. Et puis, en parlant justement de la chimiluminescence, je suis désolé de revenir un petit peu sur le principe de la chimiluminescence parce que le topo porte justement sur la chimiluminescence. Rapidement, le principe, vous le connaissez très bien, on a besoin de travailler sur un milieu basique et en utilisant, soi-disant, le luminol, qui est le 3-aminophthalate-hydrazide, etc., qu'on va tout simplement, on va dire, oxyder par le peroxyde d'hydrogène, etc. Et le produit qui sera excité après, une fois revenu à l'état de désexcitation, va émettre de la lumière, tout simplement de la chimiluminescence. Et cette lumière ou chimiluminescence va être tout simplement quantifiée ou mesurée à l'aide d'un chimiluminomètre et grâce à ce qu'on appelle Relative Light Units, ou les unités de lumière relative. C'est un petit peu ce qu'on va utiliser comme paramètre pour quantifier justement la chimiluminescence émise à travers ce principe d'oxydation d'une substance à la base qui est le luminol. Voilà, le principe généralement est simplifié. Et puis, lorsqu'on vient appliquer ce principe à l'immunologie, d'abord, avant d'arriver sur l'auto-immunité, alors, vous avez tout simplement des billes magnétiques, des particules magnétiques qui sont cotées par des antigènes d'intérêt, pour lesquels on doit chercher, soi-disant, un marqueur, un analyte sur l'échantillon qu'on doit traiter. Vous avez donc, après cette combinaison, on va dire, une fois qu'on va rajouter un petit peu le traceur, qui est le conjugué couplé au luminol. Et le luminol, on va l'utiliser pour l'oxydation et après pour, justement, sous l'effet d'un catalyseur, d'un oxydant et du catalyseur, on aura l'émission de la lumière de chimiluminescence qu'on va mesurer à la fin. Voilà un petit peu déjà le principe qui est appliqué à l'immunologie moyennant réaction antigène-anticorps. Et puis, en avançant un petit peu dans notre raisonnement, maintenant, que dit la littérature aussi par rapport à qu'est-ce qui change en fait la chimiluminescence par rapport à la détection de anticorps? Voilà, c'est sur la littérature ce qu'il pense. Et cette chimiluminescence, on va voir qu'il nous permet un petit peu, moyennant ce principe qui a l'air simple, c'est tout simplement ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous avez des billes magnétiques qui sont cotées. Après, l'échantillon qui contient ou pas l'anticorps d'intérêt, on va y associer, on va rajouter un traceur qui est tout simplement un conjugué qui est couplé au luminol, et ce luminol qui sera oxydé, puis grâce à un traceur, ou un catalyseur qui est ce qu'on appelle le triggers, va donner justement une luminescence, une chimiluminescence qu'on va mesurer grâce à cette valeur qu'on appelle RLU. Voilà un peu le principe. Et vous avez, entre-temps, deux phases, deux étapes d'incubation qui vont suivre un petit peu, soi-disant, l'association de l'échantillon avec les billes magnétiques et le traceur avant la lecture. Voilà un petit peu le principe lorsqu'on vient l'appliquer à l'auto-immunité. Maintenant, en utilisant la chimiluminescence en auto-immunité, on a deux options de dosage. Soit un dosage en deux étapes, c'est-à-dire qu'il consiste à utiliser initialement les billes magnétiques avec l'échantillon qui est prédilué initialement, et suite à l'incubation, on va laver et après rajouter après le traceur qui est le conjugué, l'anticorps avec le luminol, et puis une deuxième incubation. On a une deuxième option qui consiste à faire un dosage simultané, c'est-à-dire une seule incubation avec un seul lavage, ou méga-lavage, on va dire, qui va laver un petit peu l'ensemble du substrat et des particules magnétiques avec le traceur. Comme ça, on aura gagné un peu de temps pour justement améliorer encore le délai de résultat qui sera fourni par cette approche de chimiluminescence. Alors maintenant, lorsqu'on lit les résultats, après, on a besoin justement de voir, soi-disant, une sorte de courbe
hein, de graphique. Hein, et à partir de cette graphique, vous allez constater qu'il y a cette chimiluminescence mesurée par fameuse valeur ou unité de lumière. Et la particularité de la chimiluminescence, c'est qu'on a un bruit de fond éventuellement que vous voyez ici, qu'on va pouvoir soustraire pour un meilleur calcul de la vraie chimiluminescence, c'est-à-dire qu'on va éviter au maximum possible d'avoir un bruit de fond qu'on va neutraliser grâce à ce ratio entre le bruit de fond et le contrôle négatif. Comme ça, en fait, le résultat final de la chimiluminescence va traduire la vraie valeur une fois qu'on aura soustrait tout le bruit de fond potentiel qui est généré par le substrat. Et vous avez un deuxième atout par rapport à cette chimiluminescence, vous avez des valeurs de chimiluminescence qui sont assez larges, hein, qui peuvent aller jusqu'à 8000 unités, et donc qui témoignent un petit peu de la, soi-disant, de linéarité avec une plage de valeurs qui est assez large, et ce qui est un petit peu, on va dire, un peu supérieur à la technique ELISA, et qui reste un peu, soi-disant, concordant avec les valeurs attribuées par la deuxième technique comparative qui est la fluorométrie. Voilà un petit peu déjà, en comparant un petit peu l'apport de cette chimiluminescence en termes de plage de valeurs, on a quand même une idée sur les plages de valeurs et de façon comparative, la chimiluminescence se situe un peu bien par rapport à d'autres techniques. Alors je reviens encore une fois sur la comparaison des techniques de chimiluminescence, une fois que j'avais un petit peu détaillé la comparaison avec les autres. Maintenant, comme on a deux plateformes de chimiluminescence, la différence réside tout simplement dans on va dire le délai, il est pratiquement le même. On a tout simplement ici les réactifs de calibration. Regardez ici avec le système qui s'appelle Biflash, on a 365 jours, comparativement à 21 jours, à 3 semaines par rapport à l'autre système, etc. Et puis le panel il se compare, mis à part l'absence de certains paramètres sur le deuxième. Voilà un petit peu déjà une idée sur la durée qui est nécessaire pour la calibration et également pour le panel avec une différence près d'un marqueur. En tout cas, le panel, je y reviendrai après, une fois que j'aurai fait le tour de l'ensemble des caractéristiques de cette plateforme. Alors le panel proposé justement, c'est vrai, le panel il semble assez pertinent et intéressant, mais reste quand même limité, je vais en revenir après. Vous avez en fait l'essentiel qu'on utilise en auto-immunité, vous avez ce qui est relatif à la recherche des antiphospholipides, à savoir les anticardiolipides, les bêta-glucoprotéines. Ce sont des choses qui sont couramment demandées par toutes les spécialités. Vous avez également le diagnostic de la maladie cœliaque, notamment les anticorps antitransglutaminases qui soient des isotypes IgA ou IgG. Et puis vous avez certains marqueurs aussi associés à la maladie cœliaque qu'on demande pour certaines catégories d'âge. Et pour justement améliorer encore le diagnostic, vous avez ce qu'on appelle les anticorps antigliadine diamidés ou DGP, avec leur isotype IgA, IgG, etc. Il y a également soi-disant ce qu'on appelle ENA screening. Et puis vous avez d'autres paramètres en termes d'anticorps spécifiques, que ce soit à la sclérodermie, ou bien que ce soit aux maladies, au lupus comme DNA, ou bien que ce soit au syndrome de Sjögren, au myosite, etc. Vous avez un certain nombre de paramètres que propose justement cette plateforme de chimiluminescence. Il y a d'autres aussi par rapport aux hépatites auto-immunes, et puis également les anti-CCP comme surtout la troisième génération, et puis vous avez également les facteurs rhumatoïdes, et puis ceux qui sont associés aux vascularites, tels que les ONCA protéinase 3 et les ONCA amyloperoxydase. Voilà un petit peu globalement l'ensemble du panel qui est proposé par la chimiluminescence jusqu'à présent, en attendant bien sûr de voir d'autres paramètres à l'avenir. Le système le permet. Alors maintenant, c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'il y aura des noms de marques. Voilà, c'est une photo prise au laboratoire, mentionnant un système qu'on a utilisé depuis 2018. Je vous expose un petit peu quelques résultats de notre série par rapport, par exemple, au diagnostic de la maladie cœliaque.
par exemple, à partir de 2018 jusqu'à 2021, je n'ai pas inclus les données de 2021, n'ont pas encore été analysées, et 2022, je veux dire. Alors maintenant, par rapport à ce qu'on fait généralement, vous savez, les transglutaminases, c'est un petit peu le standard par rapport au dépistage de la maladie cœliaque, c'est ce qui est recommandé par les sociétés savantes. Par exemple, sur à peu près 2700 prélèvements, on a un taux de positivité qui est de, on va dire 13% à peu près jusqu'à 15%, 251. On est dans les normes de la positivité. Ceci dit, donc, je n'ai pas mis les données cliniques parce que normalement, vous savez, le diagnostic de la maladie cœliaque, c'est généralement, il y a derrière, avant d'abord la clinique, et puis il y a éventuellement l'histologie si elle a été faite. En tout cas, c'est une stratégie qui est basée sur un algorithme qui est dicté par les sociétés savantes, etc. Donc voilà un petit peu nos résultats. Bien sûr, vous allez remarquer en 2020, on a tous vécu un scotum sur tous les plans. C'était l'année Covid, donc l'activité est pratiquement... on avait démarré initialement, après l'activité s'est arrêtée pendant un moment. On a repris en 2021. La vitesse de croisière n'est pas encore atteinte, mais en tout cas, il y avait des retards de livraison, etc. En tout cas, qui ont pénalisé un petit peu le redémarrage de notre activité. De la même façon pour les transglutaminases IgG. Pourquoi les IgG antitransglutaminases? Vous savez, on a deux options, soit faire les transglutaminase IgA associé à un dosage quantitatif d'IgA pour ne pas passer à côté d'un déficit en IgA qui peut occulter la maladie cœliaque, ou bien faire les deux. Si le prix se compare, on peut faire les IgA et IgG, parce que les patients qui sont déficits en IgA, donc, ils ont généralement les IgG transglutaminases et ça permet un petit peu de gagner du temps par rapport au rendu de résultats. Donc on a le choix entre les deux. Voilà un petit peu les résultats de la même façon. On est toujours un petit peu il n'y a pas de soi-disant de résultats équivoques, soit positifs, soit négatifs par rapport à un seuil qui est prédéfini. En tout cas, vous avez un petit peu par rapport à notre cadence d'activité, voilà nos résultats. De la même façon pour les anti-DGP, on reçoit beaucoup de demandes d'ailleurs. En fait, ou bien on la provoque nous-mêmes lorsqu'on a une difficulté, on va dire on a des titres qui sont assez faibles en transglutaminase. On peut généralement rechercher aussi les anti-DGP ou lorsqu'il y a une discordance avec la clinique ou bien l'histologie, ou bien il y a certaines catégories d'âge pour lesquelles on cherche aussi les antigliadines diamidées. Voilà un petit peu là aussi les résultats qui sont donnés et qui sont un petit peu tout à fait concordants relativement avec les tests antitransglutaminase. Alors par rapport aux antiphospholipides, ce sont les résultats, on va dire, regroupés aussi bien des IgG et des IgM, mais ils sont tous, soi-disant, faits séparément, que ce soit les GA ou les GG et les GM. De la même façon, on a quelque part qui est chose qu'on n'avait pas sur mis à part l'ELISA, il y a d'autres trucs qui proposent d'autres approches, notamment d'autres, etc. Mais les techniques quantitatives, ils sont obligatoires, que ce soit pour les transglutaminases, que ce soit pour les antiphospholipides. Voilà un petit peu les résultats émanant de notre pratique quotidienne sur le système que je viens de citer. De la même façon, pour les anticardiolipines, ils sont moins présents par rapport aux anti-bêta-2 glycoprotéines. D'ailleurs, les anti-bêta-2, lorsqu'ils sont positifs, moyennant un titre particulier, on va dire qu'il dépasse un certain niveau, donc le clinicien est plus à l'aise. Donc c'est une sorte de, soi-disant, d'aide au diagnostic énorme, d'autant plus que les antiphospholipides, comme vous le savez, ils peuvent cacher, soi-disant, un syndrome catastrophique des antiphospholipides chez la femme enceinte ou dans les états gravidiques, etc. En tout cas, c'est quelque chose de très sérieux. Donc le clinicien a besoin justement d'un marqueur qui puisse l'aider à raisonner tranquillement et de façon sûre pour soit retenir, soit écarter un diagnostic qui a une importance clinique en termes de prise en charge importante. Voilà, et également par rapport au diagnostic des vascularites, notamment les ANCA. Les ANCA, soit en effet, ce qu'on faisait d'abord, les ANCA par l'IF, et après, lorsque c'est positif, on a recours à l'identification de la cible antigénique ou la spécificité anticorps, soit protéinase 3, soit MPO. Voilà un peu les résultats. On est très satisfait par rapport à, soi-disant, au pourcentage de cas positifs qui sont corrélés à la clinique. Justement, on a des données qui sont... D'ailleurs, vous allez remarquer, on a pratiquement 3700 cas ou tests colligés en 2019, ce qui reflète un petit peu la cadence du travail et la demande qui est énorme dans les laboratoires d'auto-immunité. Voilà les ANCA par PER3. C'est la même façon par rapport aux ANCA myeloperoxydase. Vous allez remarquer là aussi qu'on est
assez à l'aise par rapport au nombre de cas qui sont positifs et sont généralement confrontés positivement aux données de l'IF en termes de dépistage. Alors maintenant, je vais passer à la technique en elle-même. Voilà. Ce n'est pas de la publicité, s'il vous plaît. Juste un petit peu pour vous parler un petit peu des composantes un petit peu de ce système. Il a l'air assez simple. Pour résumer, vous avez des cuvettes, une zone de cuvettes, etc., des déchets, etc. Vous avez des sondes, et puis vous avez des ondes de réactifs en termes de cartouches. Et puis vous avez besoin d'un espace assez réduit pour installer une machine pareille. Et sur le principe, vous allez remarquer qu'il y a une surface d'immunocapture assez large dans laquelle il y a les microparticules paramagnétiques, je veux dire magnétiques. Et puis donc cette surface qui est assez large va permettre justement une large surface de liaison avec le conjugué qui est couplé au luminol. Et vous avez donc ce mouvement brownien que vous voyez ici dans l'image animée, qui traduit un petit peu, voilà, vous allez remarquer deux choses. Il y a des égouts, là, des pointes, on va dire des particules jaunes, d'autres bleues. Ce mouvement brownien, justement, consiste soi-disant, à augmenter la surface d'immunocapture grâce à ce mouvement brownien qui permet justement d'avoir plus de particules et donc plus de résultats à fournir, donc plus de panels et de paramètres à analyser. Et lorsqu'on a regardé un petit peu la sensibilité de cette technique par rapport à certains marqueurs, notamment la recherche des anticorps antitransglutaminases, vous voyez un petit peu la sensibilité, la spécificité qui sont assez élevées, et ces résultats concordent très bien avec celles obtenues par le système ELISA. On est à peu près 100%, si on est 99,1% de concordance avec l'ELISA en pratique. Voilà un petit peu les études comparatives qui témoignent un petit peu de l'efficacité, on va dire la performance de cette approche. Alors, maintenant, je vais passer sur quelques détails techniques. Vous avez ici le délai d'obtention des résultats. Un message, vous avez quelque chose qui ne dépasse pas les 30 minutes. Vous avez un résultat obtenu au bout de 30 minutes. Et là, une minute après, vous avez le deuxième résultat par rapport à l'autre paramètre. Quelque chose qui est assez important à souligner, soi-disant, par rapport à l'usage de cette technique. La stabilité des réactifs et de calibration, c'est ce qu'on a constaté d'ailleurs. Vous avez jusqu'à 20 cartouches après, donc on peut facilement auto-vérifier. En fait, la machine peut faire une auto-vérification avec, soi-disant, par rapport aux réactifs. La traçabilité du lot étant possible aussi. Et puis, vous avez un contrôle continu de la stabilité des volumes de réactifs qui est, soi-disant, affiché sur moyennant l'informatique. Et vous avez une courbe d'étalonnage qui, généralement, on va dire, qui peut aller jusqu'à une année par rapport à un seul étalonnage. Et puis, généralement, vous aurez besoin de 2 calibrants pour la majorité des kits qui sont proposés, contrairement à d'autres plateformes qui proposent un petit peu, qui nécessitent, on va dire, plus de calibrants. Ça, c'est un avantage à mon sens. Deuxièmement, tout à l'heure, je disais le délai de donner des résultats. On a un premier qui est pratiquement fourni au bout de 30 minutes, et vous avez les autres résultats qui sont, soi-disant, mis à la disposition à partir de 31-32 minutes par rapport à l'ensemble des résultats. Et puis, vous avez donc l'ensemble des résultats cumulatifs. Sur 8 heures, vous avez un certain nombre de résultats qui peuvent générer, quel que soit soi-disant, on va dire le test ou le paramètre qui est lancé. Ça peut être plusieurs tests en même temps qui sont lancés. Vous avez en tout cas un délai de résultat qui est idéal. Je passe sur le logiciel parce que maintenant, ça devient très compétitif. Et en tout cas, cette technologie propose justement, grâce à un écran tactile facile, intuitif, vous avez donc un temps minimal aussi pour la formation des utilisateurs. D'ailleurs, dans le labo, généralement, c'est quelque chose que je la donne aux résidents. Ça fait un bon apprentissage par rapport à l'automatisation. Et ils s'en occupent très bien, ils se débrouillent, même s'ils ont un passage un petit peu de 8 mois. Au bout d'un mois d'utilisation, ils deviennent un peu assez experts dans l'utilisation, puisque l'utilisation étant très facile grâce à cette interface qui est facilement manipulable et également facile à apprendre aussi. Alors maintenant, pour résumer un peu les atouts de cette technologie, je pourrais dire que c'est quelque chose qui a amélioré le délai d'exécution des tests. Bien sûr, il n'est pas la seule parce qu'il y a d'autres plateformes qui proposent donc des délais d'exécution des résultats et donc des soins du patient qui est assez
idéal. Donc il évite un petit peu le batching ou le regroupement des séries, et donc ça va retarder l'exécution des résultats. Donc, et en plus, il a la capacité de fournir facilement des tests statistiques de façon automatique. On peut facilement extraire des données et les analyser comme on veut, et les confronter à la clinique et également et les communiquer. La robustesse, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez une plage dynamique plus large de résultats comparativement à d'autres plateformes. Et puis donc la linéarité, je vais y revenir après, vous avez quelque chose qui est reproductible. Alors l'utilisation facile, vous l'avez constaté tout à l'heure après la démonstration. Donc, et puis vous avez l'installation et puis l'autonomie. L'autonomie et l'ergonomie, je veux dire, il est assez assuré par rapport à l'absence ou la nécessité d'une plomberie et l'évacuation aussi. Alors, y a-t-il des limites à cette technologie? C'est sûr. Il n'y a pas de technologie qui soit parfaite. On a quand même un panel qui reste, à mon sens, non exhaustif parce qu'il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas couverts jusqu'à présent par le panel proposé, notamment en neuroimmunologie ou bien en onco-immunologie. Vous avez des onconeurones, par exemple. Également en immunodermatologie, on a beaucoup de marqueurs qui manquent aussi. J'espère qu'ils vont être rattrapés. Bon, sinon, vous savez, l'auto-immunité, en tout cas, c'est toujours un challenge, un casse-tête chinois, on va dire, en termes de choix de biotechnologie qui puisse couvrir. On n'a pas de technologie qui fait tout. Donc, il faut faire des choix. Et des fois, on a besoin soi-disant, de combiner plusieurs méthodes pour pouvoir répondre à une seule, soi-disant, un paramètre ou bien à une demande. La maintenance, je considère assez délicate, dans le sens pas difficile, mais il nécessite de l'expertise, des ingénieurs et des techniciens qui soient formés. Deuxièmement, il faut la disponibilité, bien évidemment. Je pense que c'est un appareil qui est très sensible. Il faut réellement qu'il soit maintenu de façon très rigoureuse sous la main d'experts. Voilà un peu les limites de ce système. Alors, en comparant justement tout à l'heure, pour être un peu neutre et académiquement parlant, la plage dynamique de valeur, vous voyez, comparativement à l'ELISA, vous avez quand même, grâce à 2 calibrants, on a quand même une plage de valeur qui est assez large. C'est assez parlant comme, soi-disant, différence qui puisse un petit peu aider. Bien évidemment, l'ELISA, il a ses atouts. Et maintenant, en parlant, au lieu d'avoir 5 calibrants, 6 calibrants, et des fois, vous avez des valeurs qui dépassent le calibrant maximum, vous êtes obligé de diluer. Je donne l'exemple des anticoagulantes transglutaminases ou les anticoagulantes dénatifs. Le clinicien il accorde de l'importance au titre initial, donc, parce qu'après, il va suivre le malade. Et le suivi du malade impose un petit peu de regarder les titres, après 3 mois, après 6 mois, pour pouvoir décider est-ce qu'il y a une évolution favorable sous traitement, etc. Alors, en guise de conclusion, j'espère avoir respecté le temps, si ce n'est, vous avez encore un peu pour grignoter quelques temps pour la discussion. Alors, en conclusion, je peux dire que la chimiluminescence, sans abstraction faite du type d'appareillage, c'est un outil que je considère performant et prometteur en auto-immunité pour le diagnostic, parce qu'il va permettre de mettre en évidence beaucoup de marqueurs qui sont utiles pour le diagnostic, le suivi et le choix thérapeutique des patients. Il a une base fondamentale assez solide parce que, d'après le principe que j'ai soi-disant expliqué tout à l'heure, donc ce sont des microparticules qui sont capables d'un petit peu d'être cotées à plusieurs cibles antigéniques et vous avez la capacité donc du coup de fixer ce que vous voulez. C'est un petit peu, il ne peut pas rivaliser le Luminex. Hein, on a des milliers de cibles antigéniques, mais au moins vous avez quand même quelque chose qui est miniaturisé et qui permet un petit peu de traiter un certain nombre d'échantillons en même temps et dans un délai qui est assez court. Les caractéristiques analytiques, je pense qu'à travers les exemples que j'ai donnés, que ce soit les transglutaminases ou autres, à travers notre expérience personnelle aussi du laboratoire, je pense que honnêtement, c'est quelque chose d'assez important et favorable. Et puis, vous avez le délai de résultat qui est, à mon sens, idéal. Vous avez 30 minutes pour donner un résultat et après, les résultats sortent après pratiquement la minute qui suit. Et vous avez une technicité qui est aisée. Donc, le manipulateur, il apprend facilement comment utiliser l'appareil, que ce soit sur le plan technique, que ce soit pour la partie informatique. Alors, les perspectives, bien évidemment, on a tous besoin, en tant que biologistes et responsables un petit peu de notre façon de faire au niveau des laboratoires. Et il faut qu'on apprenne un petit peu, qu'on ait l'habitude de faire des études comparatives
Hein, les gens qui disposent un petit peu de... Moi, j'ai l'IF, j'ai la chimie de luminescence, j'ai l'ELISA, j'ai les immunodotes, les immunoblots, tout ça j'ai utilisé. Donc, les labos, les collaborateurs qui proposent des études comparatives, je suis prenant. D'ailleurs, je l'exige même. Il y a des laboratoires, des sociétés qui m'approchent pour tester des réactifs. Je leur dis, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai besoin d'un kit, ou bien un certain nombre de tests, etc. Je le fais et je vous dis. Je suis aussi satisfait dans la mesure où j'ai aussi en termes de qualité, en termes de lame, en termes de coffret, on peut facilement faire la comparaison en collaboration avec les cliniciens, parce qu'il y a derrière, il y a les cliniciens qui vous disent ça c'est un lupus, ça c'est un... On peut choisir les vrais patients, positifs, négatifs, vous faites la valeur prédictive positive, négative, et vous sortez avec des résultats, et comme ça on est sûr que cette technologie, il a de la place ou pas par rapport pour qu'elle soit adoptée au niveau du laboratoire. Je pense que c'est une mission qu'on partage tous en termes de qualité et pour qu'on puisse rendre un résultat qui soit fiable à la fin. Alors, une meilleure standardisation, mais justement, c'est l'objectif. C'est très difficile de standardiser les techniques en auto-immunité, c'est valable, je pense, pour d'autres. Mais en tout cas, en auto-immunité, c'est vraiment un challenge pour nous tous. Donc, la standardisation passe par les études comparatives entre les différentes plateformes qui sont proposées. Tout ça dans une approche de démarche qualité sur laquelle veille le syndicat, l'AMBM, la SMCC, tous les biologistes sont conscients de cette démarche qualité et merci pour les gens et félicitations pour les gens qui sont déjà accrédités. Et je pense que le syndicat va aider dans ce sens. Même les CHI, on était dans le... Le professeur Chabert se rappelle très bien, on était dans une démarche qualité. Après, le CHI, a faute d'argent, faute etc., on a bloqué à un certain moment, donc on est en train de reprendre un petit peu l'accréditation. En tout cas, le syndicat va certainement nous aider aussi dans ce sens pour qu'on soit tous avec des approches, on va dire, qui soient optimales et qui soient efficaces aussi en termes de qualité de résultat. Et sur ce, je vous remercie. Je remercie aussi l'équipe de mon laboratoire et également les collaborateurs qui ont permis justement, qui m'ont impliqué dans ce symposium. Et merci pour votre attention.